L'éducation sexuelle à l'école est-elle en pleine dérive? Ces programmes tuent le temps de l'enfance. Il a été l'objet de coups de pression de la part d'associations réactionnaires, de la droite, d'extrême droite, alors que pour Elisabeth Borne qui le présente, il est absolument indispensable. À Libé, on a pu consulter ce programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité qui est au cœur d'une vive bataille idéologique, et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de le décrypter. Click, c'est un projet woke. Alors est-ce qu'il est vraiment trop woke, comme certains ont pu le dire? Quelle est la part de désinformation dans toute cette affaire? Et est-ce que ce programme, il répond à des besoins réels au sein de l'éducation nationale? L'enfant n'est pas un petit adulte. Quand on lui parle de consentement, il ne peut pas le comprendre. C'est inaccessible à son développement. Toutes ces questions, on y répond dans cette discussion. Et pour le faire, on accueille 3 invités. Je vais commencer par toi, Marlène, puisque tu es juste à côté de moi. Marlène Thomas, tu es journaliste à Libération, spécialiste droits des femmes, etc. Et tu as beaucoup travaillé sur ce sujet. Tout à fait, bonjour tout le monde. Et avec nous, on a également Cécile Bourgneuf. Tu es également journaliste à Libération. Tu as aussi beaucoup travaillé sur ce sujet. Salut Cécile. Salut. Et à ta droite, on a Amandine Berton-Schmitt. Alors, tu es directrice adjointe du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Je l'ai noté pour être sûr de correctement le dire, et notamment avec cette structure, vous organisez des interventions au sein des écoles autour de l'éducation sexuelle. Je voudrais commencer avec vous, Marlène et Cécile. Pourquoi est-ce que ce programme, il est aussi terrifiant pour une partie de la classe politique? Il est terrifiant parce qu'il y a des précédents, en somme, et ils savent très bien qu'en se lançant dans ce projet de programme, ils vont faire face à donc une minorité, a priori, mais qui est une minorité conservatrice, réac, mais extrêmement bruyante. Et dès qu'on parle d'éducation à la vie sexuelle et affective, on pense forcément aux ABCD de l'égalité, qui était en fait un projet de programme d'éducation aux stéréotypes sexistes qui était porté par la ministre des Droits des Femmes de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. On n'en était qu'au stade de l'expérimentation. Alors, je crois qu'il y avait, j'ai noté, autour de 600 classes qui étaient concernées par l'expérimentation. Voilà, exactement. Et donc, voilà, une expérimentation. Et au final, donc, il y a eu une grosse mobilisation des réseaux d'extrême droite, de droite aussi, que ce soit du côté politique ou au niveau de collectifs. Et ça avait mené aux journées des retraits de l'école sous l'impulsion de Farida Begoul, qui avait été suivie, je crois, par une centaine d'établissements ou quelque chose comme ça. Et donc, cette offensive-là, très forte, avait suffi donc à faire reculer le gouvernement, qui avait donc annulé au final ce projet de programme, qui était vraiment juste en plus un programme de lutte contre les stéréotypes de genre. Donc, rien. Et c'est à partir de là qu'en fait, on a commencé qu'il y a eu beaucoup de fantasmes en fait sur ce qu'on allait apprendre aux enfants à l'école, parce que c'était destiné c'était de maternelle au CM2. Donc évidemment là, les plus petits, c'est quelque chose qui crispe beaucoup de familles qui ont beaucoup de fantasmes, se disent de quoi on va parler à nos enfants, est-ce qu'on va leur apprendre à se masturber, etc. Parce qu'en fait, ils calquent aussi, ils pensent que on va apprendre les pratiques sexuelles adultes à des enfants. Alors c'est pas du tout le cas, on en parlera après, mais c'est à partir de là en fait, effectivement, comme disait Marlène, qu'on a commencé à beaucoup en parler, et qu'il y a eu notamment cette notion dont on parlera après de théorie du genre, qui est montée de plus en plus dans le discours de nombreuses familles, et relayée par des politiques. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. Sachez que c'est une discussion qui est enregistrée en direct. On fait ça tous les lundis et tous les mercredis sur la chaîne Twitch de Libération. Donc si ça vous plaît, vous pouvez nous rejoindre en direct. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Toi, Amandine, dans l'organisation pour laquelle tu travailles, est-ce que tu as vu passer des critiques autour de ce programme, autour de l'éducation sexuelle, qui t'ont particulièrement marqué ? Oui, alors peut-être en préalable, c'est quand même important de dire que je représente la fédération des CIDFF, donc les centres d'information sur les droits des femmes, mais nous, en tant que fédération, on appartient aussi à un groupe d'associations qui s'est formé en collectif. C'est un collectif qui s'appelle le Collectif pour une véritable éducation à la sexualité. Et je le précise parce que nous, CIDFF, on fait des interventions sur le terrain tous les jours, mais au sein de ce collectif, il y a aussi le planning familial, la fédération Solidarité Femmes,
SIDAction, plein d'associations dont c'est vraiment le quotidien d'intervenir dans les établissements scolaires sur l'égalité entre les filles et les garçons, la prévention des discriminations et évidemment l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc je parle évidemment au nom des CIDFF, mais aussi avec moi il y a aussi ce collectif d'une vingtaine d'associations et je pense que c'est important de le dire. Et c'est aussi, ça donne du poids à ce que je dis, parce que évidemment sur le terrain on les a vus, et quand je dis nous, encore une fois, c'est vraiment les professionnels et les militantes qui interviennent au sein de nos associations, qui font face à un certain nombre de résistances. Hein. On se le disait juste avant l'entretien, c'est des campagnes d'affichage, par exemple, au moment où un établissement prévoit un programme un peu ciblé sur le sujet ou une conférence sur le sujet, les fameux tracts des associations réactionnaires que vous mentionnez, le syndicat de la famille, qui ont en plus... le syndicat de la famille, c'est l'ex-manif. Ex-manif pour tous, exactement. C'est assez... on pourrait parler des heures de ce nouveau vocable, avec une communication très forte, très impactante, complètement désinformationnée, avec beaucoup de bêtises, mais qui marque les esprits et qui crée des situations de tension dans les établissements. Donc, nous, Centre d'information droits des femmes, on nous fait remonter très régulièrement des situations de tension au moment de ces interventions, mais évidemment, le cas du planning familial, les collègues du planning familial nous disent il n'y a pas une semaine sans que leurs bénévoles ou leurs professionnels assistent à des situations vraiment de remise en cause des interventions et de situations de tension vraiment très, très difficiles. Il y a toute une bataille idéologique autour de ce programme. Est-ce qu'on peut refaire un peu concrètement comment ces derniers mois se sont déroulés vis-à-vis de cette bataille idéologique, notamment parce que hier vous avez sorti, Marlène et Cécile, un long papier pour décrypter tout ce qui s'est passé. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette bataille idéologique et autour du programme autour de l'éducation sexuelle? En fait, il faut déjà redire que normalement, en fait, ces séances sont obligatoires à l'école, de la maternelle au lycée, depuis plus de 20 ans. Depuis 2001. Ouais. Et donc, c'est dans la loi, et donc c'est censé être appliqué avec 3 séances annuelles. Bon, mais dans les faits, ça ne l'est pas fait par manque de moyens, parce qu'il n'y a pas d'heures dédiées, il n'y a pas assez de... Voilà. Et donc... ce n'est pas fait. Et donc, au moment où Papa Ndiaye était au ministère de l'Éducation, elle a dit, il faut un programme, il faut quelque chose de plus défini pour rassurer aussi les enseignants, avoir un cadre. Voilà. Tout simplement. Sauf que, en fait, après, il y a eu une valse de ministres, on a perdu du temps, etc. Et puis, au moment où on a eu la version du programme en novembre, donc c'était une version travail, en fait, là, il y a des groupuscules, des conservateurs de la droite catholique, et pas que, qui ont beaucoup agi sur les réseaux sociaux, en dénonçant le fait qu'il y avait la notion d'identité de genre, que on apprenait aux enfants à se masturber, par exemple. Il y a beaucoup de désinformation. Et tout ça a eu un relais médiatique sur les chaînes, notamment de Bolloré, pour beaucoup, CNews, aussi dans le JDD, où on a parlé des dangers de l'éducation sexuelle, etc. Et ça a eu aussi un relais politique, et qui est loin d'être anodin, puisque c'était le ministre éphémère LR, Alexandre Portier, qui, lui, a carrément dit que le programme en l'état n'était pas acceptable et qui a parlé de la notion d'identité de genre. Donc, tout ça, évidemment, a alimenté encore des fantasmes qui dataient, comme disait Marlène, déjà de l'époque des ABCD de l'égalité, avec une théorie qui n'existe pas, puisque on en reparlera. Le fameux truc de la théorie du genre, qui est beaucoup sorti. C'est ça, c'est qu'en fait, la théorie du genre, je ne sais pas si Marlène, tu voulais davantage l'expliquer ou pas, mais en tout cas, le genre est abordé, parce que le genre, c'est une construction culturelle, sociale, donc c'est la notion de genre qui est adoptée, et c'est pas, le but n'est pas de, on n'essaie pas de nier qu'il y a des différences entre filles et garçons. C'est pas ça. C'est que les enfants, en fait, ils soient rassurés sur le fait que s'ils ne se sentent pas filles ou garçons, qu'ils soient pas inquiets de ça. Et qu'il y a 1000 façons d'être une fille, et 1000 façons d'être un garçon, et 1000 façons d'être ni l'un ni l'autre. Enfin, Oui, et du coup, Marlène, pour rentrer dans ce détail de la théorie du genre, concrètement, c'est tout un amoncellement de polémiques autour de ce programme et de cette théorie du genre. Qu'est-ce que c'est
la théorie du genre? Donc à la base, la théorie du genre, ça naît de l'Église catholique du Vatican il y a vraiment très, très longtemps, et qui serait donc, ils pensent que la théorie du genre, ce serait un déni donc du sexe biologique et donc de la binarité du masculin et du féminin. Et en fait, du coup, en cassant du coup cette binarité-là qui leur tient évidemment très à cœur, ça engendrerait selon évidemment un chaos identitaire. Donc la fin de la différence des sexes, la généralisation éventuelle de la transidentité, et ça menacerait donc notre équilibre social où l'homme domine et dans lequel chacun, homme, femme, doit rester à sa place, malgré le fait que ce soit vraiment le lit des inégalités et des violences. Alors du coup, ça c'est vraiment un faux concept monté de toutes pièces qui n'a aucune réalité scientifique. En revanche, ce qui existe bien, elle le disait Cécile juste avant, c'est que la notion de genre existe bel et bien, et c'est une construction issue des sciences, c'est un concept qui est issu des sciences humaines et sociales. Les études de genre sont apparues autour des années 70 et sont un apport vraiment interdisciplinaire et primordial à notre compréhension de notre vie en société, en fait, en tant qu'être humain, et du coup en dehors de ces cases très binaires. Et voilà, donc le genre est une notion hyper importante, et en découle aussi évidemment la notion d'identité de genre qui est très très importante pour évoquer cette fluidité en fait qui peut y avoir entre ces faux carcans créés socialement et culturellement du féminin et du masculin, qui est très important pour les personnes trans, pour les mineurs trans. Et là, j'avais quelques chiffres sur les mineurs trans qui sont vraiment plus à risque de suicide que les autres. Donc il y avait une étude qui était réalisée par l'Académie américaine de pédiatrie. Il y avait plus de 56% des jeunes transgenres qui ont eu des idées suicidaires au cours de leur vie et 31% qui ont fait au moins une tentative de suicide. Donc vraiment, c'est des chiffres qu'il faut rappeler. En fait, quand on parle d'identité de genre à l'école, c'est des questions déjà que peuvent se poser par curiosité aussi de toute manière, par exemple des collégiens ou des lycéens, pour arriver à comprendre cette distinction entre le sexe biologique et l'identité de genre. Mais évidemment, ça concerne donc de premier chef des mineurs qui peuvent se poser des questions sur leur réelle identité de genre, peuvent vraiment être dans un mal-être profond et pour qui il faut apporter des réponses et qu'il faut prendre en compte et ne pas mettre de côté. Ce programme, c'est pas juste un problème d'éducation sexuelle tel qu'il est présenté par Elisabeth Borne, c'est un problème d'éducation sexuelle et de relationnel. Je me souviens plus exactement du nom exact. C'est éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. D'ailleurs, dans la dernière mouture, ce qui est intéressant, et c'était aussi une façon de donner des gages pour réassurer qu'on allait bien aborder les choses de manière progressive, l'intitulé du programme a été un tout petit peu modifié, c'est-à-dire que pour l'élémentaire, donc école élémentaire maternelle, on parle d'éducation relationnelle et affective, et ensuite à partir du collège, le sexuel a été rajouté. Mais on a envie de dire c'est un peu du bon sens, mais au moins là ça a clarifié les deux. Mais comme tu le disais, c'est bien plus que ça. Je pense que et ça fait lien avec ce que tu viens d'expliquer sur c'est quoi la prétendue théorie du genre et qu'est-ce que ça veut dire dans notre analyse de la société et le changement qu'on veut voir arriver. Quelque part, moi, des fois, j'ai envie de me dire un petit peu en plaisantant que oui, ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'en effet, à travers ces séances-là, on crée des espaces de discussion, de remise en cause, de développement de l'esprit critique. Donc, ça va au-delà de la question de je compare le volume d'heures SVT, maths et éducation, enfin, appelons-la éducation sexuelle. C'est à chaque âge de la vie, on va proposer, aux élèves de s'interroger sur eux-mêmes, de s'interroger sur leurs relations aux autres. Comment je me suis construit, comment je me construis, comment j'interagis avec mes semblables, c'est quoi l'amour, enfin c'est hyper c'est vertigineux en fait. Donc si on le faisait déjà, ce serait bien, mais c'est pas suffisant. Et on voit bien que d'ailleurs qu'en ouvrant ces espaces-là, et on pourra rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on y fait, mais souvent on met en parallèle, oui, mais c'est du temps qu'on fait pas des maths et du français. C'est quand même aussi un truc qu'on entend beaucoup. Oui, mais justement, c'est une éducation d'abord à l'épanouissement. Et quand on est épanoui, j'ai tendance à penser qu'on apprend mieux les maths et le français aussi. Et on le voit d'ailleurs, un certain nombre d'études montrent que dans les établissements qui ont mis en place vraiment des projets transversaux sur ces sujets, c'est un climat scolaire qui est beaucoup plus apaisé et on apprend mieux. Enfin, c'est... Ouais. Des fois, on a vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes avec certains arguments qu'on porte, mais... Oui. Je pense que c'est quand même important de le dire. Et qui peut avoir peur de l'épanouissement ? Beaucoup de gens, apparemment. Je voulais arriver à une question pour toi, Amandine. C'est
aujourd'hui, concrètement, les interventions autour de l'éducation sexuelle dans les écoles, comment ça se passe ? Alors très concrètement, on le disait, la loi elle existe depuis 2001, donc et puis même avant la loi, ces questions ont toujours eu leur place, pas suffisamment, mais toujours leur place dans l'espace scolaire. Je pense que c'est important aussi de faire un mini bilan de 2001. Il y a à peu près 15% des élèves du primaire qui ont eu ces fameuses 3 séances tous les ans. Moi, ça me paraît énorme, mais en l'occurrence, c'est bien peu. Et 20% au collège et au lycée. Donc, on voit bien que le compte y est pas du tout. On va dire que les interventions sur ces sujets, elles se répartissent entre ce qui se fait au sein de l'établissement par l'équipe éducative et les enseignants et les enseignantes. Donc, souvent, profs de SVT, heures de vie de classe, infirmières scolaires. Les séances que nous on porte, associations, donc les centres d'information sur les droits des femmes notamment, on sait bien que notamment ces deux entrées, à la fois ce qui est porté par le monde enseignant et éducatif et ce qui est porté par les associations, sont très complémentaires. Donc, moi je peux parler plus facilement de notre partie associative qui de fait est un apport extérieur et qui permet de faire un pas de côté. On parle peut-être plus facilement de sujets intimes avec un intervenant ou intervenante extérieure qu'avec sa prof de maths. Je pense que c'est un peu du bon sens. L'idée pour les associations que nous sommes, c'est d'ouvrir des espaces de dialogue, créer un espace de discussion sur des sujets précis, donc à la fois faire de la prévention sur des sujets et à chaque fois en conformité avec les âges. Mais là, on va dire que si tu me poses une question assez générale, le plus courant c'est quand même 4e, 3e. Donc dans ces espaces-là, c'est faire de la prévention, notamment des IST, mais pas que. Et aussi, l'ambition, c'est vraiment de créer une éducation au consentement. Qu'est-ce que c'est quels sont mes droits, mes devoirs, c'est quoi être en relation. On sait très bien aussi, nous on le voit tous les jours, que les jeunes dans ces espaces-là ont 10 000 questions en fait. Donc, est-ce que je suis normale ? Est-ce que ça j'ai le droit ? Est-ce que ça j'ai pas le droit ? Est-ce que ça part toujours de leurs questions, c'est ça ? Oui, le plus souvent, alors chaque association a ses petits trucs et ses outils et sa façon de faire, mais on est vraiment sur une dynamique d'horizontalité. Enfin, ça serait complètement contre-productif. Le plus souvent, on est des associations d'éducation populaire, et donc c'est important pour nous de partir de la parole des concernés. Et on sait très bien que sur des sujets aussi intimes que ceux-là, ça marcherait pas. En gros, et c'est bien ça le problème d'ailleurs. Et il me semble que ça marche. Enfin, un des facteurs qui nous fait penser que ça fonctionne, c'est que à la fin des interventions, il y a toujours des retours qui sont extrêmement positifs. Autre donnée tangible, c'est que les élèves vont souvent voir l'intervenante ou l'intervenant pour dire en fait moi j'ai besoin de vous parler de ça. Donc faire remonter, signaler une situation de violence, approfondir un sujet. Donc là on se dit là on a réussi. On sait que ça fonctionne aussi quand l'équipe éducative derrière vient nous dire une séance c'est bien, mais en fait on voit bien l'ampleur on se rend compte en fait que c'est un vrai sujet et qu'il faut qu'on aille plus loin, donc pourquoi pas organiser une formation, etc. ou toucher d'autres classes. Enfin, mais je pense que c'est vraiment important de montrer que, et c'est le débat, c'est vachement, c'est énormément focalisé là-dessus sur, on va parler de sexe, vous l'avez mieux dit que ça, alors qu'en fait, encore une fois, on crée des façons de questionner, des façons de réfléchir, et on aide aussi. Enfin, je pense qu'il faut pas oublier que dans les classes, il y a un élève sur 10 qui est ou qui a été victime d'inceste. Alors, de manière générale, donc il y a aussi ces situations gravissimes qu'il faut prendre en charge. Les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2023 nous montrent que on a plus de 200 000 viols par an. C'est des sujets qu'il faut traiter en fait. Donc, qu'est-ce qu'un viol ? Voilà, il y a des situations de protection, d'identification, et ces espaces-là, ils viennent
répondre à ces nécessités-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que le programme, il a quand même un objectif très important, comme je disais, c'est qu'il faut armer les enfants contre les violences dont ils peuvent être victimes, voilà, malheureusement, aux violences sexuelles, et pas seulement. C'est aussi apprendre à se connaître, à connaître son corps, à connaître les autres, à accepter la différence, à lutter contre les stéréotypes, les discriminations. Le but, c'est aussi de promouvoir l'égalité entre les garçons et les filles. Enfin, tout ça, c'est que des valeurs, en fait, qui font qu'on apprend à faire société. Et c'est aussi ça, le but de l'école. C'est des choses très basiques. Je voudrais soulever quelques petites choses dans le chat, parce que notamment, on a eu Ducati et Macaron qui a posté un message que je trouve intéressant. En tant que maman d'un garçon qui va rentrer en maternelle, je suis totalement pour. Il faut que ce soit réalisé par des intervenants qui maîtrisent le sujet, car je doute du niveau de formation sur ce sujet des enseignants. Il y a d'autres messages que vous nous partagez dans le chat autour du fait que c'est excessivement important, notamment en école CM2. Vous disiez qu'il y a déjà des jeunes filles qui ont leurs règles, donc c'est des questions à évoquer. Du coup, pour répondre un peu à tout ça, est-ce qu'on peut commencer à rentrer sur le cœur de ce programme? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans et comment il a évolué au fil du processus législatif? Je voulais juste faire une remarque avant pour rebondir sur ce que disait Ducati et Macaron sur les victimes ou agresseurs, et ce que disait Cécile à l'instant. On parlait du consentement et de la lutte contre les violences. Moi, je sors là de plusieurs mois d'un procès à Avignon, dont je pense tout le monde a entendu parler, le procès des viols de Mazan, où on a vu donc 51 hommes de tout profil, de toute profession, de tout âge défiler, et qui, pour beaucoup, plaidaient du coup un viol sans intention, et ne savaient pas, pour un certain nombre d'entre eux, ce qu'était un viol. Donc c'est quand même important de le rappeler dans ce cadre-là. Alors évidemment, il y en a qui font exprès devant une cour de justice de dire qu'ils ne savent pas ce que c'est un viol, mais je pense qu'il y a vraiment un problème à la base de compréhension de ce qu'est le consentement, de vraiment comment on aborde une relation intime avec une femme ou un homme, peu importe, mais que de mettre au cœur ce consentement-là, c'est vraiment pas une évidence, et on l'a vu dans tous leurs propos et la culture de viol qui était déversée devant cette cour de justice pendant des mois. Et alors, est-ce que dans le fond, ce programme, il répond à ces questions-là? Justement, la notion de consentement, elle est en fait dans tout le programme. En fait, elle est centrale, elle occupe tout, parce que ça démarre dès la maternelle. En fait, on apprend ça aux enfants avec des questions comme, en fait, il faut qu'ils apprennent à dire stop ou non quand, par exemple, on leur demande est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi, est-ce que je peux te prendre la main. Voilà, c'est clairement des exemples qui sont montrés dans le programme. Qui engagent pas grand-chose, mais qui permettent de faire comprendre aux enfants que on n'oblige pas l'autre à faire ce dont on a envie de faire, même pour jouer, voilà. Même toucher les cheveux de ce camarade, lui demander avant. Exactement, voilà. Et en fait, cette notion de consentement, elle occupe tout le programme, et après, c'est vraiment progressif en fonction de l'âge. Alors, ils insistent bien sur la maturité de l'élève, parce que c'est ce qui inquiète beaucoup les détracteurs. Mais par exemple, en maternelle, évidemment, on parle pas de sexualité. C'est pas la sexualité à proprement parler. C'est qu'on apprend à nommer les différentes parties de son corps, parce que c'est important. On apprend à identifier ses émotions. Là aussi, c'est important de comprendre quelles sont les différentes émotions. Puis on les outils. En maternelle, on a aussi des situations très concrètes de partage d'intimité. Je sais pas, tout le monde se rappelle la sieste, les toilettes sans aucune séparation. C'est aussi important d'outiller les enfants et les adultes qui les entourent sur, en fait, qu'est-ce qui se joue là, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire. On le voit bien aussi, les chiffres de victimation de l'éducation nationale montrent qu'il y a un nombre impressionnant d'enfants qui sont victimes de déshabillage forcé en primaire, par exemple. C'est hyper important, du coup, en maternelle, de dire, oui, on est tous aux toilettes, mais ça, c'est mon espace, ça, c'est mon corps. Et donc, on les initie au consentement, on leur explique que sur l'égalité garçon-fille, par exemple, c'est le fait d'expliquer que nos goûts, les activités qu'on fait, que les jeux qui nous plaisent sont pas déterminés par le fait qu'on soit un garçon ou une fille. Voilà.
Et puis après, c'est aussi leur apprendre que il faut aussi qu'ils identifient des adultes de confiance et qu'ils apprennent à distinguer ce qu'on peut garder pour soi, le secret d'une situation de danger. Voilà, parce que ça, c'est les premières notions qui sont quand même indispensables. Et aussi les différentes formes de famille, parce que forcément, oui, ils connaissent ça à l'école, de toute façon. Donc c'est important de les identifier, de les nommer, parce qu'il y a aucun tabou. Enfin voilà. Et puis en plus après ça évolue au fil de l'âge. Donc en primaire, pareil, on apprend les mêmes choses, la connaissance du corps, le consentement. On travaille sur le genre à partir du CE1. Sur la puberté aussi, pareil, CM1. Après, sur les règles aussi, les menstruations, le cycle menstruel, à partir du CM2. Les violences sexistes et sexuelles, on démarre ça aussi en primaire. Et je sais pas ce que tu Et oui, c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur les règles dans l'article qu'on a fait avec Cécile et qui est sorti du coup aujourd'hui dans le journal. On a pu voir parmi les témoignages d'enfants supposément traumatisés qui étaient relayés du coup par des collectifs de parents réac. Donc là, je crois qu'en l'occurrence, c'était les Mamans Loup, il me semble, où il y avait un témoignage d'une mère qui s'inquiétait, qui se plaignait que sa fille donc de 9 ans en CM1 ait subi, je cite, une intervention d'une infirmière scolaire sur le sujet des règles notamment, et qu'il avait été question aussi des érections, de comment ça se mettait en place. Sauf que, Amandine pourra me corriger si je me trompe, mais les pubertés précoces peuvent survenir, et donc les règles chez les petites filles, les jeunes filles autour de 8-9 ans. Quant aux érections, pour les petits garçons, en fait, il y a des érections réflexes dès le plus jeune âge. Donc, c'est assez important de pouvoir comprendre quel mécanisme neurobiologique se met en place. En fait, ça peut, c'est ça qui fait peur, en fait. C'est d'expliquer que justement, c'est des mécanismes neurobiologiques. C'est juste outiller les enfants pour comprendre ce qui se passe dans leur propre corps. Enfin, ça n'a aucun lien avec toute excitation sexuelle à ces âges-là. C'est juste une compréhension de son corps et des mécanismes qui se mettent en place. Je trouve que ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que il y a plein de choses intéressantes dans ce programme, mais finalement, elles sont aussi complètement en cohérence avec tout ce que met l'éducation nationale en place depuis des années. Alors, évidemment, plein de précautions sur le manque de moyens et sur le papier. Mais c'est quand même intéressant de dire que sur le papier, il y a tout un tas de circulaires, de plans d'action, de lutte contre le harcèlement. Enfin, le paquet qui est mis sur les plans de lutte contre le harcèlement inclut, pas suffisamment à notre goût, mais inclut de travailler intensément sur la lutte contre les violences sexistes, homophobes, transphobes, les plans de lutte pour l'égalité filles-garçons. Enfin, il y a tout un tas de mesures lutte contre les discriminations au sens très large qui fait partie du cœur du programme du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est aussi très artificiel de dire que ça sort du chapeau, alors même qu'il y a vraiment quand même, encore une fois, pas assez de moyens, pas assez d'intervention, etc. Mais en tout cas, sur le papier, ce programme, il s'inscrit bien dans une logique. Encore une fois, c'est écrit sur tous les frontons de nos écoles, liberté, égalité, fraternité. Il serait temps que l'égalité soit vraiment un axe fort de travail dans l'école. Et je crois que, en tout cas, sur le papier, c'est le cas. Et je me disais pourquoi aussi à l'école, parce qu'il faut bien se mettre en tête que toutes les familles n'abordent pas ces sujets-là. En fait, il peut y avoir des très très forts tabous dans les familles pour parler même des règles, sans parler même de sexualité, même de ces mécanismes naturels qui surviennent à plus ou moins jeune âge chez des jeunes filles. Donc en fait, il y a besoin d'avoir ce rôle central de l'école pour apporter ces connaissances nécessaires dans l'appréhension de leur vie, tout simplement, de leur vie d'enfant, puis d'adolescent et d'adulte en devenir. C'est pas seulement aussi que ça peut être tabou dans certaines familles, mais c'est aussi parce qu'il y a des familles qui savent pas comment l'expliquer tout simplement à leurs enfants parce qu'elles n'ont pas reçu cette éducation-là. C'est juste, c'est pas simple à aborder avec des enfants, donc autant avoir des professionnels qui sont là pour. Et puis ceux qui font beaucoup de bruit pour contester ce programme font oublier ceux qui sont très contents. Et je pense que c'est souvent aussi ce décalage qui existe de parents qui ont vraiment besoin aussi de se dire moi je vais apporter un discours ou pas parce que je le sens pas et donc j'ai besoin de m'appuyer sur l'école pour le faire. Et l'école, sa fonction première, c'est quand même d'apporter du savoir, de former des futurs citoyens et citoyennes. Je crois que sur les deux cas, en déconstruisant, en apportant un savoir scientifique sur le corps et aussi en éveillant les consciences des citoyennes et citoyens
que sont les élèves en classe, elle remplit à ce titre ces 2 missions. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur les parents qui se sentent pas armés et où la famille n'est pas forcément un lieu de dialogue, mais même au-delà de ça, je pense qu'il faut pas oublier que dans un certain nombre de cas, le procès de Mazan nous l'a indiqué, le foyer, le privé, enfin les féministes le disent depuis de nombreuses années, le privé est un lieu où la violence, et notamment sexiste et sexuelle, s'exerce. Oui. Et donc, si l'école ne joue pas son rôle de protection, elle fait mal son travail. Il y a un enfant qui est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Il faut le rappeler. 3 enfants par classe. Et peut-être pour que ce soit plus clair, tu peux peut-être expliquer aussi à partir du collège, là on commence vraiment à parler de sexualité, mais encore aussi de toutes les notions de consentement, etc. Bien sûr. Et puis je pense que c'est complètement illusoire de penser que l'école serait étanche à ces sujets. Enfin, si on doit prendre un sujet vraiment d'actualité, de toute façon c'est des sujets qui sont à la bouche de tous les ados. Enfin, je veux dire, là aussi, j'enfonce une porte ouverte. Dans toutes les cours, si vous prenez n'importe qui dans la rue et que vous lui demandez quelles sont les 2 insultes les plus entendues dans les cours de collège en France, c'est pute et pédé. Ça, c'est un truc qui dure depuis des années. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire les travaux d'Isabelle Claire, qui est une sociologue qui a notamment travaillé là-dessus. C'est les 2 figurés au poussoir. Au collège, les garçons doivent montrer absolument qu'ils sont pas homosexuels et les filles doivent montrer qu'elles sont pas des putes. Et donc, donner des gages de ça. Et si on n'outille pas les élèves à analyser justement ce qui se joue là à travers les insultes, et je suis en train de perdre le fil de la question, mais oui, je dis truc d'actu, en ce moment, et je pense que vous avez fait un article là-dessus, dans les cours d'école, c'est si tu bouges, t'es gay. Voilà, c'est des sujets qui sont imprégnés de toute façon de la vie scolaire, des cours d'école, dans les cours, à l'extérieur. Donc, à nous, associations professionnelles, vie éducative et enseignante, à reprendre la main sur ces sujets pour outiller nos élèves et sortir de ces schémas tellement limités et tellement discriminatoires. Pour terminer sur ce programme, j'ai notamment noté quelques questions dans le chat de certaines personnes qui se demandent si, concrètement, est-ce que c'est des intervenants qui devront venir faire ces cours, ou est-ce que ça va être assuré par les enseignants, comment est-ce que ça va se passer? Notamment, c'était Mini-Marine, je crois, qui demandait ça, et qui s'inquiétait du fait que certains profs ne sont pas aussi bien formés que des intervenants sur ces questions-là. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on le sait? Là, ce qui est intéressant, c'est que là, en l'occurrence, ce qui va passer au Conseil supérieur de l'éducation cet après-midi, c'est un programme. Donc le programme, en l'occurrence, par définition, ce sont les personnels de l'éducation nationale qui l'appliquent. Donc les enseignants, les enseignantes, mais aussi les personnels vie scolaire ou socio-éducatifs. Donc si on parle du programme, c'est l'éducation nationale, point. Nous, associations spécialisées intervenant dans les établissements sur ces sujets, on porte très très fort, et avec beaucoup de partenaires aussi, dans notre collectif pour une véritable éducation à la sexualité, il y a aussi des organisations qui représentent les professionnels de l'éducation nationale, on porte la complémentarité de nos actions. Donc, pour répondre à la question de la personne, c'est évidemment dans le cadre du programme les enseignants, les enseignantes majoritairement, mais si on veut que ça marche, il y a tout un tas de choses à faire déjà pour leur intervention en propre. Et nous, on estime qu'il faudrait au moins une intervention extérieure pour une intervention interne, si je puis dire. Parce que ça crée, on le dit, ça crée pas les mêmes dialogues, on n'utilise pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes apports. Et puis, nous, on assure un suivi finalement de ce qui peut se passer. Et évidemment, ce sont des associations agréées qui interviennent. Oui, ça, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Pardon, je t'ai coupé. Et oui, et il y a eu, quand on parlait des détracteurs, il y a eu aussi, après la sortie d'Alexandre Portier au Sénat, il y a eu une tribune qui a été signée par 100 sénateurs LR qui parlait d'associations militantes, justement. Concrètement, ça disait que les interventions dans le cadre des cours d'éducation sexuelle, en fait, c'était des associations militantes. C'était là où sortait le mot banni, les wokistes. Donc oui, effectivement, tu réponds quoi à ça? Je réponds déjà que je tranquillise tout le monde sur le fait qu'on est toutes agréées par l'éducation nationale. C'est toujours intéressant de rappeler que l'agrément, c'est pas du tout anodin. L'agrément, c'est un arrêté signé par le ou la ministre de l'Éducation nationale. Et l'arrêté, il est signé à la fin d'une procédure qui est très longue, où nous, associations, devons montrer tout un certain nombre de garanties qui montrent que, on
on est compatible avec les principes et les programmes de l'éducation nationale. 2, on a une certaine force de frappe pour travailler avec un certain nombre d'académies. Enfin, c'est très lourd un dossier d'agrément. Ça se fait pas du jour au lendemain. Toutes les associations ne sont pas agréées. Et nous, on trouve que c'est bien normal de l'être. On serait bien mal à l'aise que n'importe quelle association, et notamment celle qui nous attaque, puisse entrer dans les établissements comme elle pourrait le faire. Donc l'agrément, c'est vraiment une garantie. Et nous, les associations spécialisées sur ces questions, on est agréés dans 99% des cas. Donc, et ce qui est intéressant, c'est le retournement de l'argumentaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de problème avec le militantisme. Alors nous, Centre d'information sur le droit des femmes, on est même carrément une association de professionnels. Nos collègues sont des salariés, sont salariés par l'association. Au planning, c'est un peu des deux, c'est des militantes aussi. Et on est des professionnels, mais on est aussi militantes parce qu'on porte un certain nombre de valeurs. Mais je pense que c'est important de mettre l'accent, que ce soit sur le côté militant ou bénévole ou salarié, sur l'engagement très fort et les valeurs très fortes qu'on porte. Et l'inversion, en fait, elle est terrible parce que du coup, le militantisme en vient à avoir une connotation négative, alors même que le fanatisme des idées est plutôt du côté des détracteurs, où là, on a vraiment un discours, on le disait, fantasmé, désinformé, et pas porté par l'institution. Donc, en l'occurrence, c'est important de rétablir le fait que nos associations, elles s'inscrivent dans un cadre, elles sont agréées et elles sont en complète complémentarité avec les actions du ministère. Amandine parlait de fanatisme, et quand justement les associations sont accusées de militantisme alors que ça devrait être loué, le militantisme de se battre pour des causes, on peut se poser la question de qui milite vraiment quand en fait ces associations et ces collectifs-là militent contre la loi du coup, donc contre la loi de 2001. Donc il faut renverser le paradigme et regarder le tableau dans le bon sens, je pense. Je voudrais rentrer dans un sujet qu'on a un petit peu évoqué, c'est comment est-ce que ça se passe au sein des écoles, des collèges et des lycées sur ces questions relationnelles, éducation sexuelle, etc. Et est-ce que vous avez des exemples qui montrent que ce programme éducation sexuelle est éminemment important et nécessaire au sein des écoles et des collèges et des lycées? Plus on commence tôt, plus on touche d'élèves, notamment sur une classe d'âge ou dans le temps, plus on a un climat scolaire qui est apaisé. Enfin, je pense que toutes les associations et tous les chefs d'établissement et enseignantes pourront le dire. Il y a un effet de masse, en fait. C'est des sujets qui sont au long cours, donc travailler ces questions quasiment quotidiennement permet de se voir avancer. Enfin, on va pas changer 2000 ans de domination patriarcale en 5 minutes. Donc moi, je crois vraiment que de travailler sur la durée et sur avoir un effet de masse, ça joue vraiment sur la qualité de vie et de l'enseignement dans les établissements scolaires. Je pense qu'il y a un chiffre qui est aussi très important, c'est quand même la prévention aussi des IST. On le voit bien, faire ces séances, ça sauve des vies en fait. Il y a une enquête récente de SIDAction qui montrait des représentations mais affolantes d'une augmentation croissante de jeunes gens qui pensaient que le sida pouvait se transmettre par la salive. Je ne sais pas si vous avez cette étude en tête, mais qui est sortie, il me semble, en 2023. Bon, faire de l'éducation à la sexualité, c'est aussi outiller très concrètement sur ces questions-là et protéger des jeunes gens au moment de leur entrée dans la sexualité. Donc oui, l'impact concret, c'est ça sauve des vies, ça améliore le climat scolaire et ça prévient tout un certain nombre de violences et de comportements nuisibles. Et tout à l'heure, on parlait de l'identité de genre, de la transphobie en particulier, mais évidemment, c'est ultra essentiel ce programme et ces séances, les luttes globales contre les LGBT-phobie et les rapports de SOS homophobie montrent, je crois que c'était celui de l'année dernière, montrait qu'il n'y a jamais eu autant d'actes LGBT-phobes. Donc, en fait, au lieu c'est très contre-intuitif, on pense qu'on va vers le progrès, que les personnes sont de plus en plus tolérantes. Au contraire, il y a un backlash énorme. Ce backlash touche évidemment les violences faites aux femmes, mais elle touche évidemment
évidemment les violences faites aux personnes LGBT qui sont aussi particulièrement vulnérables. Parce qu'en fait, les associations conservatrices qui s'opposent à ce programme, elles veulent limiter l'école à son rôle juste d'instruction. Apprendre à lire, à écrire, à compter, voilà. Comme si l'école n'avait pas un rôle d'éducation. Mais en fait, l'école, elle cherche pas non plus à se substituer au rôle des parents. C'est pas ça l'idée. Mais c'est juste de les accompagner dans ce rôle éducatif. C'est comme on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que de toute façon, le rôle de l'école, c'est aussi d'apprendre aux enfants à vivre ensemble, à faire société, à s'accepter tels qu'ils sont et à être tels qu'ils sont. Donc, Puis prenons Homo, en fait, là, ça fait beaucoup d'années quand même qu'on nous renvoie aux valeurs de l'école, aux valeurs de la République, mais prenons les Homo. Dans ces valeurs, il y a liberté, égalité, fraternité. Bon, on aimerait bien mettre Adelphité, mais c'est notre sujet. Déjà, faisons-le. Et ce programme-là, il me paraît aller dans le sens de cette mise en application de nos valeurs. Je vais juste dire que, en fait, Elisabeth Borne, là, dans ce qui est présenté, là, la dernière version du texte qu'on a vu, elle répond à la philosophie du programme tel que il a été imaginé au départ, tel qu'il a été travaillé. En revanche, il y a des choses qui ont été retirées justement face à cette offensive réactionnaire. C'est les notions d'identité de genre, elle existe toujours cette notion-là, mais elle a été retirée quand même un certain nombre de fois. On est passé c'est mentionné 9 fois au lieu de un peu plus de 17 fois auparavant, donc c'est pas anecdotique. Et surtout, il y a des mots qui ont disparu, bon voilà, mais surtout il y a le fait que on précise que l'école ne cherche pas à se substituer au rôle des parents. Là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, justement parce qu'il y a cette inquiétude-là de certaines familles, et en plus de ça, qu'on doit prévenir à l'avance des séances et du contenu de ces séances. Sauf que la crainte, et ça c'est nouveau, ça a été rajouté, et c'est loin d'être un détail, parce qu'en fait, la crainte des enseignants, c'est que justement, ils aient des familles qui décident de retirer leur enfant de ces séances, comme ça arrive par ailleurs déjà. Et donc, pourquoi mentionner ça? Pourquoi le faire alors que dans les autres... si on considère que c'est un programme au même titre que les mathématiques, le français, etc., on prévient pas à l'avance les familles il y aura le cours sur tel sujet aujourd'hui à telle heure. Voilà, ça se passe pas comme ça. Donc pourquoi prévenir? C'est justement ce qui inquiète les enseignants, les syndicats enseignants, qui disent on va se retrouver avec la même situation qui s'est passée au moment, peut-être, on ne sait pas, mais des ABCD de l'égalité, où il y a eu des retraits d'enfants de l'école. Et d'ailleurs, les collectifs de parents dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels on a travaillé avec Cécile, fournissent même des dispenses déjà toutes faites, avant même du coup de ce programme, pour permettre de retirer leur enfant de l'école en cas de séance. Donc là, parfois certains établissements décidaient déjà d'informer, ce qui n'était pas du tout une obligation et pas du tout le cas de tout le monde. Mais oui, ça donne comme un droit de regard, alors qu'on le rappelle, en plus de ce que disait Cécile, la scolarité, elle est obligatoire et ça fait partie du programme. C'est une loi qui impose ces séances 3 fois par an. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas accès, et que, au final, les parents en plus choisissent pour les enfants dans ce cas-là. Je voulais simplement vous demander, c'est quoi la suite littéralement pour ce programme? Là, les syndicats vont déposer des amendements pour dire ça va pas, ça voilà, il faut changer ceci, cela. Mais après, c'est la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui a le dernier mot avant que ce soit publié au journal officiel pour une application à la rentrée 2025. Voilà. Pour nous, la suite, c'est plutôt le programme, c'est bien, mais comment on le met en œuvre. C'est ça. Donc, si on devait résumer ça en quelques idées, c'est la formation. Enfin, si les enseignants et les enseignantes, les personnels sont pas formés, ils auront beau connaître le programme sur le bout des doigts, ça leur n'indiquera pas comment faire. Et on sait très bien que, vu les effectifs actuels dans les établissements, vu les peu de temps de formation disponibles, enfin, quand on va en formation, ça veut dire un prof non remplacé, donc on sait très bien que les possibilités de formation des personnels sont limitées, et formation, c'est aussi des moyens, donc les moyens sont en ce moment très limités à l'éducation nationale, donc nous, notre première priorité, c'est formation, enfin depuis longtemps, et puis la deuxième, c'est quid justement des associations qui vont venir en renfort de la déclinaison de ce programme, qui le plus souvent
souvent interviennent non financés par l'éducation nationale, dans un contexte budgétaire qui est extrêmement contraint pour le monde associatif féministe. C'est un vrai sujet, en fait. Pourquoi nous interviendrons de manière experte sur ces sujets dans les établissements, alors même qu'on n'est absolument jamais rémunéré pour le faire, et alors même que nous, toutes associations, refusons tous les ans au moins autant d'interventions que nous en faisons. Donc le besoin, il est là. Donc la question, encore une fois, des moyens. Merci beaucoup pour tous ces éclairages.